Si tu veux te mettre des codes couleurs. On est en direct sur CFM, pardonnez-moi. On était en train de préparer l'émission du jury populaire de Stéphane Travert, député socialiste de Coutances-Valognes. C'est le dernier jury populaire de cette année électorale où nous avons reçu les 3 députés sortants de la Manche qui se représentent. On les a reçus pour les confronter aux questions de citoyens manchois qui ne sont ni journalistes ni candidats, mais que vous entendez d'ailleurs régulièrement le vendredi dans l'émission. On va l'ouvrir sur CFM à cette même heure. Stéphanie Maubé, agricultrice, bonjour Stéphanie. Bonjour. Michel Voisin, chef d'entreprise, bonjour. Bonjour. Et Boris Grozny, consultant, bonjour. Bonjour. Et est avec nous donc Stéphane Travert, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous avez des amis, vous avez des costumes, il n'y a aucun lien entre les deux ? J'ai des costumes que j'achète à Coutances. Très bien. Bon. Donc voilà, je fais un peu de pub pour le fournisseur et je les achète bien évidemment. Mais j'ai aussi des amis. Stéphane Travert, vous êtes né à 40 ans, vous avez grandi à l'Haye-du-Puy, vous avez 47 ans, vous êtes membre du PS, vous êtes conseiller national, ancien patron du PS de la Manche. En 2004, vous étiez membre du cabinet de Philippe Duron, président de région. En 2010, vous franchissez le pas de l'élection, vous devenez conseiller régional. En 2012, vous devenez député de la Manche dans la nouvelle circonscription Coutances-Valognes en sortant à un cousin qui se présentait pour une 5e fois. Et depuis 2016, vous êtes en marche dans la route d'Emmanuel Macron. Vous êtes l'un des premiers à l'avoir rallié d'ailleurs, l'un des responsables nationaux aussi du mouvement. Ce qui suscite donc la stupéfaction chez beaucoup puisque vous étiez de l'aile gauche du PS. Ce qui suscite aussi l'admiration chez d'autres d'avoir senti très tôt peut-être le bon cheval de cette élection présidentielle. Alors on va parler avec vous moralisation de la vie politique, économie, agriculture et affaires étrangères. Ce sont les 3 thèmes sur lesquels nos sociétaires ont décidé de vous interroger. Alors, première partie, Macron, le renouvellement, la moralisation, la politique autrement. Emmanuel Macron est pour l'instant, selon les sondages, le favori de l'élection présidentielle, s'appuyant sur sa virginité, promettant qu'avec lui, ce sera mieux, puisqu'on va faire le renouvellement du personnel et des méthodes politiques, et parce que, dit-il, on dépasse les clivages stériles. Alors, une première question vous est posée par Michel Voisin, qui veut évoquer la moralisation de la vie publique et les affaires qui, effectivement, prennent un peu le pas sur cette campagne présidentielle cette année, Michel. Oui. Donc on demande aux Français depuis 30 ans énormément d'efforts. On a aujourd'hui des dépenses publiques qui sont de l'ordre de 57%, donc bien au-delà de tous les autres pays de l'Union européenne. La France est toujours dans l'impasse avec un niveau donc, de chômage qui est bien en dessus de ce que ont nos voisins. Et nos politiques, on ne les a pas vus changer dans leur façon d'être, dans leur façon de gérer l'argent qu'on leur confie pour leur mandat. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de transparence. Chez nos élus locaux, on parle toujours de points d'indice, donc on ne sait pas combien touche un élu local. Hein, c'est un point d'indice, point barre. Nos députés, nos sénateurs ont effectivement un salaire, une indemnité du moins. Ils ont aussi une enveloppe qu'ils peuvent dépenser à leur bon gré, même si c'est sous couvert de leurs frais qu'ils s'engagent pour leurs fonctions. Ça manque vraiment de transparence alors qu'on demande beaucoup d'efforts aux Français. Je pense qu'il est nécessaire de moraliser un peu tout cela et on l'a vu quand même que les Français, au travers de ces derniers suffrages, ces dernières années, ont montré quand même un désintéressement de la politique. Aujourd'hui, on sent un regain et un intérêt, même si les gens sont pas encore fixés dans leur choix. Quelles sont pour vous les mesures qu'il serait importante de mettre en place pour clarifier et recréer un peu d'amour entre nos Français et leur politique? Vous avez raison dans le constat que vous faites sur la nécessité de redonner à la politique toutes ces lettres de noblesse. Moi, je me suis engagé en politique pour servir mon territoire et servir mes concitoyens. J'aurais pu faire un autre choix qui était de rester dans le privé, où j'ai été pendant quelques années dans l'industrie, et gagner ma vie nettement mieux qu'actuellement. Mais j'ai fait ce choix parce que c'était un choix qui me permettait de porter mes convictions, mes envies et les valeurs que j'avais en partage avec beaucoup de nos concitoyens. Et aujourd'hui, le constat que je fais au terme de ce mandat, c'est que les Français nous reprochent à leurs élus ce manque de transparence. Moi, je voudrais dire, c'est que la quasi-totalité des élus dans ce pays font leur travail, font bien leur travail, mais qu'il
il y a eu, par le passé, et récemment encore, on a découvert qu'un certain nombre d'entre eux s'affranchissaient des règles les plus élémentaires de bonne conduite et de transparence. Moi, là-dessus, personnellement, je n'ai rien à cacher. Moi, vous le savez, la rémunération des parlementaires, elle est connue via le journal officiel. Nous touchons une rémunération qui est un salaire pour le travail que nous menons, 7 jours sur 7 et quasiment H24. C'est toute votre vie que vous mettez entre parenthèses quelque part lorsque vous devenez parlementaire. Et puis, nous avons ce que l'on appelle l'IRFM, l'indemnité représentative de frais de mandat, qui s'élève aux alentours des 5 300 €, qui nous permet, chaque mois, de payer notre permanence parlementaire, de régler le contrat du photocopieur, d'acheter des fournitures, etc., etc. Moi, je suis en capacité, à titre personnel, aujourd'hui, d'assurer la traçabilité des dépenses que j'ai faites pendant 5 ans sur mon IRFM, et d'expliquer, sur chaque dépense, pourquoi je les ai effectuées. Et je n'ai aucun problème puisque je garde un petit côté conservateur chez les papiers, c'est le seul côté conservateur que j'ai chez moi, mais je conserve les éléments parce que je me dis que s'il y avait un contrôle, je dois pouvoir fournir les preuves que j'ai utilisé cet argent dans les conditions de transparence et de légalité qui m'ont été octroyées. Donc vous n'avez pas rémunéré votre épouse, vos enfants, pas de stage. Mes enfants là-dessus, mes enfants sont beaucoup trop petits, 9 ans et 12 ans, ils n'ont pas encore l'âge d'aller faire des stages. Dans 3 ans, quand ils seront lycéens. Mon épouse est enseignante, travaille dans l'éducation nationale, le plus beau ministère, et elle fait le plus beau métier du monde. Je puis vous dire que je travaille avec des collaborateurs qui sont à leur tâche tous les matins, sauf quand ils sont malades, mais qui sont à leur tâche chaque matin, et je peux vous dire que c'est un grand plaisir de travailler avec eux. Et sur les propositions que nous souhaitons faire. Alors voilà, allons-y. Voilà, moi je n'ai aucune difficulté demain à ce qu'il y ait une instance extérieure qui vienne contrôler l'utilisation qui est faite de l'IRFM. Je n'ai aucune difficulté, et c'est une des propositions d'Emmanuel Macron, de supprimer ce que l'on appelle l'IRFM, de donner une somme globale aux députés, aux parlementaires, et que cette somme globale, elle soit fiscalisée, et que nous fassions, comme je le faisais lorsque j'étais dans l'industrie, que nous puissions faire des notes de frais et déclarer nos frais réels pour que ensuite le taux d'imposition soit revu. Moi, je n'ai aucune difficulté avec ça, parce que j'estime que l'IRFM, ce n'est pas un privilège, c'est une somme qui est versée. D'ailleurs, cette somme, je la reverserai ce qu'il restera sur le compte. Si je suis réélu ou même battu, c'est une somme que vous reversez à l'Assemblée nationale et qui retombe dans le pot commun. Donc cet argent, il n'est pas le mien, c'est celui qui m'est confié, et je mets un point d'honneur à utiliser les deniers de la République avec le plus fort engagement de transparence et d'honnêteté. Alors, autre leitmotiv d'Emmanuel Macron, dépasser les clivages, c'est la question peut-être de l'indépendance que vous posez, Stéphanie Maubé. Voilà, absolument. En fait, je me pose la question de l'indépendance d'esprit et du libre arbitre des députés. Parce que récemment, diverses enquêtes et reportages ont mis en lumière les pressions que subissent les députés, que ce soit par des groupes industriels, des syndicats ou d'autres types de lobbies ou de réseaux d'influence. Et nous, les citoyens, de notre point de vue, l'impression qu'on a, c'est que les députés n'ont plus que très peu de libre arbitre et de liberté de voter quand il s'agit de légiférer et d'adopter ou pas un texte de loi. Donc j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre de quelle manière vous pouvez, vous, députés, nous garantir que votre perception d'une loi, et donc votre capacité à l'adopter ou à la remettre en cause, sera guidée par les intérêts des citoyens et pas par des arrangements, des cooptations ou la pression des lobbies. Vous savez, je vais vous dire, moi, je ne suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Mes parents étaient ouvriers, à l'Aille du Puy. Ils ont travaillé dur pour nous élever, moi et mes 2 sœurs. Moi, je n'ai pas d'amis dans des lobbies puissants ou dans des grandes entreprises pour lesquelles j'aurais un intérêt particulier à défendre. Moi, ce que je défends, c'est d'abord mon territoire, mon pays et les concitoyens qui viennent s'adresser à moi. J'ai reçu dans mon mandat des entreprises. Nous avons de belles entreprises sur ce territoire. J'ai reçu un bon nombre d'entelles. Il ne s'est pas passé une semaine dans ce mandat sans que je rencontre des chefs d'entreprise ou des représentants de groupes internationaux. Alors par lobby, en fait, je vous avoue que je pensais pas mal aussi aux syndicats et à tous ces contre-pouvoirs-là, pas les uniquement... organisations syndicales. Voilà. Il est aussi logique de les recevoir. Il y a un dialogue
un député est quelqu'un qui dialogue en permanence avec ses concitoyens. Les concitoyens qui viennent on se pour doute des questions qu'à individuelles... titre personnel, vous n'êtes pas le représentant de la grande finance internationale, mais c'est vrai que quand on lit un petit peu et quand on entend les conversations des gens aujourd'hui, c'est une question qui se pose sur Emmanuel Macron, et je pense que Emmanuel Macron est celui qui a le plus fort taux de gens qui ne sont pas sûrs d'aller voter pour lui, de tous les candidats présents à cette élection. Et donc Emmanuel Macron, qui a un parcours très honorable, qui est passé par la banque Rothschild et qui a pu mener des deals très, très intéressants, un peu, je dirais, l'impression de la population, c'est que quand même, il est vu en plus, on se pose des questions sur le financement de sa campagne, son exposition médiatique et ses relations avec un certain nombre de groupes financiers. Alors je prends une question, un point tout bête. Monsieur Macron était au ministère de l'économie quand SFR a été revendu au groupe Drahi. D'ailleurs, le financier du groupe Drahi fait partie de l'équipe de Macron aujourd'hui. C'est pas vrai, monsieur. Ce n'est pas vrai. L'ancien directeur d'Altis. Ce n'est pas vrai. Bon. Je suis moi, dans les équipes d'Emmanuel Macron. Je sais qui participe et qui travaille avec Emmanuel Macron. Et je vous dis. Alors les journalistes qui ont écrit ça on dit quelque chose de faux. Mais vous savez, aujourd'hui... on prête beaucoup de choses. La personne en question a dit quelque chose de faux aussi. Mais on prête beaucoup de choses à Emmanuel Macron. Quand j'entends dire, Emmanuel Macron est avec Robert Rue ou Alain Madelin... Vous avez dit Alain Minc juste avant. Non, pas Alain Minc. Non, je pensais à Alain Madelin. De Robert Rue à Alain Madelin, etc. Mais ce sont des gens qui n'apparaissent pas dans l'organigramme, qui ne sont pas au travail avec nous. Alors, ça inquiète encore plus les Français s'ils n'apparaissent pas, qu'ils sont là. Donc, voilà. Attention, ce sont des gens qui disposent d'une fenêtre médiatique. Ce sont des gens qui, aujourd'hui, ont la capacité, qui ont une ouverture des médias, et les médias leur tendent leur micro. Ils donnent un point de vue à un moment donné. Ce n'est pas pour ça que c'est les personnes que je viens de citer, tout comme Alain Minc, par exemple, sont qui a été à l'époque justement de la revente du Monde, pour lui dire ce qu'il doit faire. Et je crois que sur la question de l'indépendance, moi je vais vous dire, il y a d'abord la volonté. Moi je me suis toujours senti libre pour voter les lois ou ne pas les voter, et je n'ai jamais obéi à une injonction particulière. Pourquoi ? Par exemple, je vais prendre un cas précis, le CICE. J'ai voté contre. Pourquoi j'ai voté contre le CICE ? Parce que je considérais que c'était une aide qui pouvait être certes importante pour les entreprises, mais qu'on n'y affectait pas de contrôle. Il n'y avait pas de contrôle sur ce qui était fait de l'argent. J'ai voté contre le CICE parce que le CICE, on en donnait aux banques, au système bancaire. Et j'estime que le système bancaire n'est pas en confrontation avec une concurrence particulière européenne. J'ai voté contre le CICE parce qu'on en donne à la grande distribution. Et que la grande distribution n'avait pas besoin de cet outil complémentaire. J'estimais que le CICE devait plutôt aller sur les PME, celles qui investissent, qui entreprennent. Et donc, vous voyez, sur l'histoire de la loyauté et, je dirais, de l'indépendance, j'appartiens à un groupe politique. En gros, on comprend bien, mais j'ai voté selon, je dirais, Emmanuel Macron de mon territoire. Et sur Emmanuel Macron, pour finir, monsieur. Oui, pour résumer, quelque part, c'est une question que tous les gens se posent, et Benoît Hamon l'a évoqué pendant le débat. Oui, c'était très maladroit d'ailleurs. Alors, vous pensez qu'il a tort ? Sur la question des financements, Benoît Hamon avait tort lorsqu'il. Oui, il avait tort, monsieur, parce que sur la question des financements, on a toujours été clair. En Marche, aujourd'hui, fonctionne avec des dons dont la moyenne est autour de 50 €. Ce sont des chèques que nos concitoyens nous envoient. À aucun moment, d'ailleurs, la réglementation là-dessus, elle est simple. Vous ne pouvez faire un don au-delà de 7 500 € par personne. Derrière, Emmanuel Macron l'a redit, aucune entreprise, aucun groupe ne participe au financement de la campagne aujourd'hui. Emmanuel Macron, vous l'avez rappelé tout à l'heure, a un parcours tout à fait honorable. Pierre Berger a pourtant dit qu'il soutenait Emmanuel Macron aussi. Il a le droit de soutenir, grand homme il y a beaucoup de gens qui soutiennent de la presse, etc. Mais à quel moment est-ce que vous pouvez apporter les preuves que vous avancez que Pierre Berger finance la campagne d'Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron a fait un emprunt de 8 millions d'euros il y a 15 jours pour financer sa campagne. Aujourd'hui, la majeure partie des dons que nous recevons
En Marche pour financer la campagne. Ce sont des dons d'hommes et de femmes sur le territoire qui veulent s'engager. Et la moyenne des dons est de 50 €. Donc je trouve que là-dessus, c'est un gage d'indépendance qui nous est fort utile. Et je crois que là-dessus, Emmanuel Macron a su toujours démontrer son indépendance. La preuve, son parcours le prouve. Il aurait pu rester au confort du ministère. Il ne l'a pas fait. Il a quitté le ministère. Il a quitté la haute fonction publique. Il a pris tous les risques pour aujourd'hui être candidat à l'élection présidentielle et justement ne dépendre de personne. On marque une pause sur CFM, le jury populaire de Stéphane Travert revient juste après. On va parler économie, notamment des artisans, des TPE. Ça, ce sera le point de vue microéconomique et puis on parlera d'un point de vue un peu plus macroéconomique du projet du candidat Emmanuel Macron. À tout de suite. 12h, 13h. On va l'ouvrir sur CFM. Et aujourd'hui, on va l'ouvrir spécial jury populaire de Stéphane Travert, le député sortant de Coutances-Valognes. On va parler maintenant économie, micro et macroéconomie, argent, croissance, entreprise, emploi, bref, tout ce qui fait tourner un pays pour créer de la richesse et donc garantir plus de paix et plus de progrès social. Alors on va commencer par parler microéconomie avec Stéphanie Maubé et Michel Voisin. Stéphanie voulait évoquer la fragilité du tissu des artisans et des TPE et Michel, vous approfondirez un point particulier qui est la question des charges sociales et du RSI qui touche effectivement les artisans et les TPE. Stéphanie. Alors les artisans et les petites entreprises, ce sont eux le maillage social de la vie en zone rurale, comme ici dans la Manche. Leur activité nourrissent la qualité de vie des territoires et ils concourent à renforcer leur activité. Mais leurs conditions de travail sont super difficiles et pas toujours pérennes. Ils n'ont pas une bonne couverture sociale. Il y a la désertification des villages et des petites communes. Ils ont beaucoup de charges. Ils perdent beaucoup de temps en paperasserie administrative. Et ma question va concerner vraiment votre activité de député. Indépendamment là, de ce dont on a parlé pour la présidentielle, c'est vraiment votre activité de député et votre rôle que j'ai envie de mieux comprendre. Donc je me demande par quelles actions concrètes on peut permettre leur maintien à tous ces petits artisans et ces TPE, et comment on peut les accompagner dans leur développement local et tout simplement dans la survie de leur activité. Et est-ce qu'on peut aussi leur faciliter la vie pour qu'ils puissent se consacrer davantage à leur cœur de métier et moins à la gestion administrative ? Stéphane Travert. Alors effectivement, vous avez raison, les artisans ils constituent un maillage territorial éminemment important et c'est une grosse part de l'économie, du poumon économique de notre territoire et particulièrement ici dans la Manche. Un artisan fait vivre des familles avec des emplois directs et aussi des emplois indirects. Comme député, moi, chaque semaine, j'ai vu des artisans qui avaient des difficultés. On y reviendra plus tard. RSI ou des difficultés liées à l'accession au prêt bancaire. Mais aussi, j'ai vu des artisans qui fourmillaient de projets. Alors, je sais parce que je vous croise assez souvent sur les marchés de Noël, les marchés au terroir, donc je sais que vous faites du terrain pour venir à leur rencontre. Mais ça, c'est parce qu'il y a les élections, c'est pour ça. Non, c'est pas les élections tous les ans à Noël. Mais je sais que vous êtes sur le terrain de ce petit artisanat. Je suis quelqu'un j'aime beaucoup être dehors, parce que dehors, on voit des gens. Je ne suis pas enfermé dans mon bureau en permanence. Et je crois beaucoup à ce relais direct, ce lien direct avec les populations, et notamment les chefs d'entreprise. Mais est-ce que vous, en tant que député, vous le relayez ? Bien sûr. Lorsque l'on travaille sur un certain nombre de textes, quand on a travaillé sur la loi Sapin 2, quand on travaille sur l'apprentissage, quand on travaille sur des textes, on part bien évidemment de ce qui est sur le terrain, de la réalité qui nous remonte sur le terrain. Et comment vous faites avancer les choses justement ? De la difficulté à entreprendre, de la difficulté à embaucher, pas de la difficulté, de la peur à embaucher aujourd'hui. De la difficulté aussi. Et de la difficulté aussi. Et de la lourdeur administrative que ça engendre pour une toute petite entreprise. Ce sont des choses que nous faisons remonter. Comment est-ce que nous le faisons ? Et surtout, comment ça se concrétise après pour résoudre ces problèmes ou concourir à le résoudre ? On essaye de le faire. On fait remonter les problématiques en nous adressant directement. C'est ce que l'on appelle le contrôle de l'action du gouvernement. C'est des questions écrites, des questions orales, des questions ou des notes adressées au ministère. Et puis après, c'est participer dans des groupes de travail que nous avons pu mettre en place à l'Assemblée nationale, qui vont faire qu'à la fin,
on a un texte de loi, soit d'origine ministérielle ou un texte de loi d'origine parlementaire, sur lequel on va essayer d'aménager des choses, d'améliorer les dispositifs qui sont en place, donc, notamment sur la formation professionnelle. Ce que peut faire un député, c'est un apporteur. Voilà, ce que peut faire le député, c'est remonter les difficultés du terrain et leur donner une traduction législative pour qu'ensuite la loi puisse permettre de simplifier, d'une part. Vous avez parlé de la lourdeur administrative, et on part de loin, on part de très loin. Il y a un secrétariat d'État à la simplification qui a été créé, et je peux vous dire qu'aujourd'hui on n'en voit pas encore les effets, parce que le travail était tellement énorme, tellement intense pour simplifier nos procédures. Par exemple, le droit à l'oubli que l'on souhaite mettre en place. C'est une procédure qui permet de ne plus pénaliser un chef d'entreprise qui, par exemple, aura eu une difficulté. Vous déposez le bilan. Eh bien, pendant des années, vous traînez ça comme un espèce de boulet qui fait que vous aurez des difficultés à accéder au prêt bancaire. Et avant qu'il dépose le bilan, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour lui en amont, quand il commence à être en détresse, en difficulté, quand il est trop petit Bien sûr, madame, mais c'est le mettre en relation. Un député, c'est quelqu'un qui parle avec beaucoup de gens, on le disait tout à l'heure. Et c'est le mettre en relation avec les organismes bancaires, c'est le mettre en relation avec des gens qui vont être en capacité de l'aider. Parce que souvent, les artisans, moi je rencontre énormément, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils sont perdus dans leurs difficultés, ils sont seuls, ils ne savent plus comment faire. Pourquoi ils viennent voir le député ? C'est quelquefois la visite de la dernière chance. Ils se disent, bon, on va aller voir parce que le député, il connaît peut-être un peu de gens qui pourraient m'aider. C'est essayer de lui apporter... J'ai un exemple totalement concret. Si vous me donnez 30 secondes. Alors 30 secondes, après on parle sur RSI. Chef d'entreprise qui vient me voir l'année dernière en me disant, voilà, moi j'ai 15 salariés, j'ai construit un bâtiment pour une grosse société qui a pignon sur rue, etc. On a eu affaire à quelques petits problèmes lors de la livraison du chantier, tout a été réglé. Ça fait 1 an que cette entreprise me doit 92 000 euros. Moi, si je n'ai pas ces 92 000 euros dans 1 ou 2 mois, je licencie mes 12 salariés. 12 familles, donc. Le travail du député, c'est quoi ? C'est de lui dire, mon pauvre monsieur, oui, je vous comprends, 92 000 euros, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc vous avez un créneau de médiateur dans lequel vous pouvez vous glisser. C'est-à-dire qu'on décroche son téléphone, on appelle les banques pour leur dire, attention, soyez plus souple, soyez plus cool auprès de cette entreprise parce qu'il y a une difficulté et qu'on ne tient pas à ce qu'elle ferme. Et puis, on appelle les gens que l'on connaît alentour, on appelle l'entreprise avec qui il y a une difficulté pour dire, attention, prenez garde, vous devez une facture, je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais on arrive, eh bien oui, on se mêle de la vie des gens, parce que c'est ça qu'ils nous demandent aussi, c'est d'entrer dans leur vie pour essayer de résoudre leurs problèmes. Alors quelque chose qui la satisfaction que j'ai, parce qu'il faut bien terminer par ça, mais le 3 janvier, ce monsieur, il m'a appelé, il m'a dit, le virement a été fait ce matin, il a sauvé sa boîte, il a sauvé 12 emplois dans le coin, et moi je peux vous dire que là, j'avais le sentiment, j'ai fait mon boulot. Alors une des difficultés majeures, un enfer pour les artisans, les TPE, les commerçants, c'est le RSI, c'est le niveau des charges sociales. Michel Voisin. Oui. Donc le RSI... alors je rappelle que c'est le système, c'est la couverture santé, enfin c'est le système social des indépendants. Voilà. Donc c'est une population à peu près de 3 millions d'actifs, un tout petit peu moins de 3 millions d'actifs. Au total, avec les retraités, ça fait à peu près 6 millions. Le salaire médian chez les indépendants est pas aussi élevé qu'on pourrait l'imaginer. Il est de 1 200 € par mois. Hein. Aujourd'hui, la plupart quand même de nos petites entreprises ont du mal, surtout au niveau rural. Vous avez à peu près 400 000 ressortissants du RSI qui touchent 0, qui ont une activité à l'équilibre ou 0, ça veut dire qu'ils n'ont pas de revenus, ou ils vivent parce que c'est une épicerie, ils prennent 2 ou 3 paquets dans l'épicerie, où il y a le conjoint, où il y a le conjoint. Ils assurent du lien social quand même au niveau rural, hein, sur nos territoires. C'est un drame quand vous avez le dernier commerce qui ferme dans une commune. C'est quasiment on relève du service public quasiment. Aujourd'hui, ces gens ont en plus été très malmenés. En 2013, on a mis en place, ou on a voulu mettre en place, et le gouvernement a reculé, hein, ça a été les pigeons. On a voulu taxer à 60% les plus-values sur la revente de leur fonds de commerce, qui est souvent leur pécule pour partir à la retraite. Hein, et ces gens-là se sentent complètement délaissés, alors qu'ils sont extrêmement importants donc, au niveau de nos territoires.
ce que vous pensez. Donc Emmanuel Macron a annoncé effectivement qu'il voulait supprimer le RSI pour se raccrocher à un système général. Le système général, c'est 20% de plus. Pour la cotisation pour les indépendants. Hein. Donc pour des gens qui touchent déjà en moyenne, du moins en médian, 1 200 €, c'est à peu près les ramener à 1 000 €. Donc je ne sais pas comment ces gens-là feront pour vivre dans les années qui viennent et qu'on va pouvoir préserver donc une vie dans nos territoires. Alors, suppression du RSI, c'est une bonne idée ou pas pour le programme d'Emmanuel Macron ? Oui, c'est une bonne idée parce que je pense que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, d'indépendants, de commerçants qui sont venus me voir parce qu'ils étaient en proie aux pires difficultés avec le RSI. Et la pire des difficultés pour eux, c'était de payer quelque chose, de payer des sommes dont ils ne savaient pas à quoi elles correspondaient. C'est-à-dire que je n'ai rencontré à aucun moment de gens qui me disaient « je refuse de payer mes cotisations du RSI ». Tout le monde accepte de payer ses cotisations. Mais de me dire « je veux comprendre pourquoi je paye cette somme et pourquoi je n'ai pas de régularité dans le paiement de ces sommes. Pourquoi on me demande de payer là 3 000 €, puis on me ponctionne de 7 000, 3 000 $ pour me rendre 4 000 le mois suivant. Je crois qu'on avait besoin de revoir le système. Alors, il y a des améliorations qui ont été apportées sur le fonctionnement du RSI, notamment à travers des plateformes téléphoniques qui maintenant sont en France. Le site internet du RSI qui a été retravaillé, qui a permis aux gens de pouvoir faire les choses eux-mêmes et gérer leur compte comme on le fait pour le chèque emploi-service par exemple. Et puis il y a la question de la refonte de nos régimes, des régimes sociaux, des régimes de cotisation et de retraite. Effectivement, Emmanuel Macron, devant l'immense difficulté que constitue le RSI aujourd'hui pour bon nombre d'entrepreneurs, a décidé de le supprimer et de le raccrocher à la branche générale, mais pas la branche, en créant dans la branche générale une branche indépendante, et en faisant en sorte que les entrepreneurs et les indépendants puissent aussi à un moment, lorsqu'il y a une difficulté dans leur entreprise, lorsqu'ils veulent se former, lorsqu'ils veulent réorienter leur carrière professionnelle, puissent aussi toucher des allocations de chômage. Mais alors, est-ce que le niveau de cotisation des indépendants restera le même que celui qu'ils contribuent au RSI quand ils passeront au régime général si Emmanuel Macron est élu ? Moi, je ne vois pas comment on pourrait augmenter ce régime de cotisation de 20%. Enfin, on sait très bien quels sont les niveaux de revenus de l'ensemble des artisans et commerçants. Donc, il faudra trouver un système à l'intérieur du régime général qui permette de maintenir les taux tels qu'ils sont. Mais je crois que la suppression du RSI, elle est plus basée sur le fonctionnement de l'outil aujourd'hui tel qu'il est, plutôt que sur la façon de trouver une espèce de martingale qui permettrait à beaucoup de ne plus toucher, de ne plus payer les cotisations ou les charges sociales. Alors, on s'est intéressé aux TPE, aux artisans, aux commerçants. Je suis désolé, Michel, mais l'heure tourne. Je vais passer la parole à Boris Groznyk pour parler cette fois-ci, faire un zoom arrière et parler un peu plus macroéconomie sur le projet économique d'un point de vue global d'Emmanuel Macron. Alors, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, du point de vue de la gauche, est un peu un ovni. C'est-à-dire que d'un point de vue économique, il y a encore à peine 5-10 ans, très clairement, économiquement, on l'aurait placé très à droite, très, très libéral. On voit la loi qui porte son nom, la loi Macron, a porté par exemple la libération des transports avec la création des bus, des lignes intercités. La loi El Khomri, qui est en fait la loi El Khomri Macron, et puisque c'était au ministère des Finances qu'elle a été conçue. Et donc, clairement, c'est quelque chose. Alors vous venant plutôt de l'aile gauche, comment vous vous retrouvez sur un programme qui est vraiment ultra libéral? Vous rappelez Pellier tout à l'heure hors antenne qu'Alain Madelin soutient Emmanuel Macron. Comment se fait-il qu'une partie de la gauche se retrouve aujourd'hui à être d'accord avec un Alain Madelin? Non, attendez, ne déformez pas mes propos d'abord. Quand je dis qu'Alain Madelin ne soutient pas Emmanuel Macron, Alain Madelin a dit que sur le programme d'Emmanuel Macron, il y trouvait un certain nombre de convergences. Très bien, ça ne fait pas de lui ni un soutien au premier chef, ni même quelqu'un qui est intégré dans les guides de campagne et qui conseille Emmanuel Macron. Entendons-nous bien. Sur l'aspect, vous savez, c'est... Moi, pourquoi je me retrouve dans le projet d'Emmanuel Macron, notamment le projet économique? Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai une vision assez pragmatique de ce que doit être l'entreprise et la manière dont les entreprises doivent évoluer. Moi, je viens de passer 5 ans où j'ai vu les blocages.
ce mandat, il a été éclairant pour moi aussi dans ma conception d'un certain nombre de choses. Parce qu'il faut apprendre. Pas passer 5 ans non plus assis sur une bulle à regarder comment les choses se passaient. Non, on apprend des choses. On apprend en marchant, comme on dit. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que les entreprises étaient bloquées par un certain nombre de faits administratifs, de choses, du manque de confiance qui les empêchaient d'investir et de se développer. Moi, ce que je crois, c'est que vous avez raison, je suis un homme de gauche, engagé à gauche, et je suis toujours de gauche. Mes convictions n'ont pas varié. Je crois aux protections et aux solidarités qui sont présentes dans le programme économique d'Emmanuel Macron, notamment je le disais tout à l'heure, quand on dit aux gens, demain vous êtes indépendant, artisan, mais vous pouvez toucher des allocations chômage pour réorienter votre carrière. Ça, ce sont les protections, les solidarités, ce sont des socles, la justice et le progrès social sur lesquels je crois beaucoup et qui fondent mon engagement politique. Et puis, nous avons besoin de libérer les énergies pour les entreprises, de faire en sorte que des entreprises n'aient plus la peur d'embaucher, de faire en sorte que des entreprises puissent demain aller conquérir de nouveaux marchés. Donc, il faut leur simplifier la tâche. Il faut faire, par exemple, que quand des entreprises veulent exporter, eh bien, qu'on codifie beaucoup moins le pacte administratif qui est le leur quand elles veulent travailler des marchés à l'export. Il faut que ces entreprises, lorsqu'elles veulent importer des matières premières parce qu'elles en ont besoin pour leur production, on puisse moins leur mettre de bâtons dans les roues. Il faut que l'on donne, un environnement fiscal et législatif stable pour les entreprises. C'est-à-dire qu'on ne revienne pas en permanence sur, dans la loi fiscale ou dans un certain nombre de textes, sur l'environnement des entreprises. C'est-à-dire qu'on donne de la stabilité pour que les entreprises aient une vision à long terme de ce qu'elles doivent faire et pour pouvoir mieux ordonnancer leurs investissements. Je dirais d'autant plus que ce quinquennat a été marqué par un alourdissement très important de la fiscalité à un moment donné, où en plus l'économie repartait dans les autres pays et nous, on s'est retrouvé bloqué pendant 5 ans, alors que l'Allemagne repartait, l'Angleterre repartait, l'Espagne repartait, l'Italie repartait, tout le monde est reparti, sauf nous. Et donc, c'est aussi la question que je me pose, c'est-à-dire qu'un Macron, avec la vision économique qu'il l'exprime dans la campagne, pourquoi n'a-t-il pas fait cela lorsqu'il était au pouvoir? Et pourquoi ce discours nouveau, économique de cette gauche peut-être vous me dites c'est à l'épreuve du pouvoir, mais tant mieux, mais est-ce que vous n'avez pas une certaine crainte qu'une partie de votre électorat de gauche ne vous suive pas sur ces questions-là? Vous savez, là-dessus, je crois que Emmanuel Macron, les choses sont simples. Je vais vous dire les choses. Moi, j'ai l'habitude de dire les choses telles qu'elles sont et d'être cash un peu dans mes réponses. Pourquoi Emmanuel Macron n'a pas pu conduire la deuxième loi Macron, ce qu'on avait appelé les nouvelles opportunités économiques, sur lesquelles il y avait des choses intéressantes, tout simplement parce qu'il est entravé dans son action par le Premier ministre de l'époque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas surpris quand je soutiens plutôt Emmanuel Macron que d'avoir soutenu l'ancien Premier ministre Manuel Valls, qui, je considère, n'a pas construit le dialogue avec sa majorité. Qui pourtant était économiquement plutôt proche de ces choses-là. Bien sûr, mais il y a d'autres considérations qui sont rentrées en ligne de compte. On va marquer une pause sur CFM. Juste après, on parlera agriculture. À tout de suite. On va 12h, 13h. On va l'ouvrir sur CFM. Avec aujourd'hui Stéphane Travers, député socialiste de Coutances-Valognes, soutien de premier plan de Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle. On va parler maintenant agriculture. S'il est un département agricole, nous y sommes dans la Manche. L'agriculture irradie le quotidien des Français et particulièrement des Manchois. La question de la souveraineté ou de la non-souveraineté de la France est posée par certains candidats, grands ou petits, souveraineté vis-à-vis de l'Europe notamment. Alors on va s'attarder sur l'Europe et sur son volet agricole en particulier, qui impacte l'agriculture française, sans qu'on puisse, semble-t-il, rien y faire. Stéphanie Maubet, c'est ce que vous voulez développer. Absolument. Alors, quand on écoute les discours des divers candidats à la présidence en ce moment, on entend beaucoup parler des orientations agricoles qu'ils aimeraient mettre en place. Or, l'agriculture relève de l'Europe. Et donc, on n'est pas les seuls décisionnaires à pouvoir interférer dans notre agriculture en France. Et j'aimerais que vous puissiez nous expliquer les leviers et les mécanismes qui nous restent à nous en France pour agir sur la question agricole en France, c'est-à-dire pour l'orienter, la soutenir ou la réguler. Et je pense bien sûr à votre champ d'action et la capacité des députés à légiférer, mais aussi au rôle exact du ministère de l'Agriculture, la compétence des conseils régionaux.
parce que leurs rôles sont assez mystérieux. En fait, on s'en rend compte quand on est agriculteur soi-même et qu'on s'entend souvent répondre par les institutions qu'elles ne peuvent rien à nos problèmes ou nos questions parce qu'elles se contentent d'appliquer les décrets européens. Et donc ça sous-entend que la France n'a plus du tout la main sur son système agricole. C'est très angoissant du point de vue de l'agriculteur qui dit « Ah mon Dieu, mais si personne n'y peut rien, si c'est au niveau de l'Europe, alors j'ai même pas d'interlocuteur qui puisse répondre à mes questions. » Et par extension, on en déduit que les candidats électoraux trompent les électeurs quand ils prétendent dans leur discours interférer dans la politique agricole. Donc ma question consiste surtout en un éclairage pédagogique de votre part pour qu'on puisse vraiment comprendre par quels moyens la France a encore la main sur sa propre agriculture et ce que vous, en tant que député, vous pouvez faire et pas faire du tout. Alors pas trop long la pédagogie. Hein. Je vais essayer, mais c'est une question éminemment importante et ce sont des questions que je suis pour Emmanuel Macron aujourd'hui. D'abord, c'est vrai que c'est rappeler l'engagement fort que nous devons avoir auprès d'une filière d'excellence qui est la filière agricole française. Ici, nous sommes dans un bassin de production laitier, le premier de France. Nous sommes dans ce département les premiers en termes d'installation des jeunes. Et pour autant, l'Europe, elle est présente tous les jours dans le quotidien des producteurs et des agriculteurs. On a même l'impression qu'il n'y a qu'elle qui est présente, hein, hélas. Les producteurs, et l'Europe est présente tous les jours. Et moi, quand j'entends un certain nombre de candidats nous dire qu'il faut sortir de l'Europe pour que l'agriculture aille mieux demain, moi je dis attention, vous avez tout faux. Aujourd'hui, 40% du lait qui est produit sur le territoire est exporté. Comment ferez-vous si demain nous sortons de l'Europe pour vendre ce lait, parce que vous ne pensez pas que si vous ne voulez plus acheter dehors, si vous ne voulez plus qu'il y ait des intrants hors de la communauté européenne qui rentrent sur le territoire, que les autres resteront sagement et continueront à vous acheter vos 40% de lait. Donc on a besoin d'une politique européenne qui soit à la fois cohérente, on a besoin d'un couple, d'un moteur franco-allemand qui marche pour que l'Europe porte cette dynamique. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Europe, elle intervient comme un effet levier. C'est-à-dire que la France, elle porte un certain nombre de politiques d'accompagnement, et ces politiques d'accompagnement et ces financements permettent de lever des fonds européens. C'est ce que l'on retrouve par exemple dans les régions. Absolument, mais l'Europe, elle ne prend pas tellement en compte les spécificités régionales, les spécificités du territoire géographique, la notion d'appellation contrôlée, de plus-value identitaire dans les productions végétales ou animales. Donc en quoi est-ce que nous, la France, on peut arriver à mettre mieux en valeur notre patrimoine agricole et pas se laisser en fait niveler vers le bas par ce rouleau compresseur européen qui a plein d'aspects positifs mais qui aussi nous met tous au même niveau, parce que les agriculteurs, ils sont pas tant que ça dans cette démarche de vouloir être tous mis au niveau. Ils ont envie de valoriser aussi leur savoir-faire, leur paysage, leur région. Exactement. Et ça passe par ce qu'on va appeler les IGP, les appellations d'origine contrôlée, les différents labels qui permettent de faire en sorte qu'il y ait un traitement spécifique sur ces questions et sur ces produits par l'Europe. Parce que l'Europe, elle a cette tendance. Le lait, c'est devenu une valeur, par exemple, si on prend la base laitière, c'est devenu une référence pécuniaire mondiale. Et aujourd'hui, que vous avez des produits qui sont fabriqués avec du lait qui arrive de Pologne, du lait qui arrive d'Ukraine, du lait qui arrive de Normandie, etc. Et on vous fait un produit aseptisé. Aujourd'hui, c'est comment on identifie des territoires, comment on labellise, comment on porte une marque d'un territoire, par exemple la Normandie, et je sais qu'il y a un syndicat agricole qui est en train de travailler là-dessus, pour faire en sorte que nos produits soient mieux valorisés, pour faire en sorte que la paye de lait soit beaucoup plus importante par les transformateurs, mais aussi que les distributeurs puissent, accompagner cette démarche. Les AOP relèvent de l'Europe, mais en fait ma question consistait vraiment à essayer de comprendre quelle main il nous reste à nous en France pour agir. Quelle prise on a encore, quoi. Quelle main on a encore, nous, sur la politique agricole. Mais je voudrais qu'on ne soit pas totalement tributaire des décisions européennes à nos micro-échelles de villages ou de questions du foncier ou des normes réglementaires et sanitaires. Qu'est-ce qui nous reste à nous en France et à vous, en tant que député qui connaissez votre territoire, justement, en quoi c'est intéressant Quelle est votre marge de manœuvre de pouvoir vous relater nos problématiques. Est-ce que vous pouvez est-ce que l'Assemblée nationale, elle peut faire quelque chose Bien sûr que pour nous l'Assemblée nationale, elle a du pouvoir. Il y a un règlement européen.
Et la loi que nous portons à l'Assemblée, elle doit s'inscrire dans ce règlement. Pour autant, la marge de manœuvre des députés, c'est de faire en sorte que nous puissions accompagner ces entreprises agricoles dans le cadre qui nous est défini, bien évidemment, de la meilleure manière possible. Donc et votre de levier, c'est de l'accompagnement, en fait. C'est de l'accompagnement, mais aussi de faire en sorte, à travers les lois que nous portons sur le territoire, de faire en sorte de les porter aussi au niveau européen, de faire en sorte que la France, qui est une nation agricole forte, une des premières nations agricoles du continent européen, soit écoutée et comprise par l'ensemble de ses interlocuteurs. L'Europe, c'est une politique des petits pas. Et on a toujours ce sentiment que ça ne va pas assez vite, et c'est vrai. Mais pour autant, je crois que nous avançons progressivement, mais nous avons besoin d'une Europe qui soit forte. Et nous avons besoin d'une Europe dont les frontières ne soient pas fermées. Nous avons besoin d'un couple franco-allemand qui soit fort pour justement accompagner nos fermes. Et puis, quel est le modèle d'agriculture que l'on veut ? Qu'en fait, on n'a plus du tout la main sur notre agriculture. Mais si, on a la main sur notre agriculture. Oui, mais vous me répondez qu'en m'expliquant que l'Europe, c'est bien. Donc oui, c'est bien. Mais qu'est-ce qui nous reste à nous ? En quoi est-ce qu'on est décisionnaire ? La capacité que vous avez à porter vos produits, à produire, diminuer vos coûts de production, à produire... Les agriculteurs sont tributaires, on est pris en sandwich dans un milliard de réglementations. De la meilleure manière possible des produits de qualité. Mais nous, on n'a pas de marge de manœuvre pour le faire, et de vous engager en fait. sur deux types de marchés. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'opposer les modèles agricoles les uns aux autres. Non, ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires. Mais vous avez le choix de choisir des productions plus locales, de circuits courts, etc., où vous allez valoriser vos produits et en tirer plus de revenus. Oui, mais et la France, elle est là aussi pour donner un cadre, madame. Excusez-moi, c'était pas ça ma question du tout, en fait. Est-ce qu'il reste des boutons, des leviers sur lesquels les députés peuvent faire quelque chose ? Mais les leviers, c'est par la loi, c'est par les textes. Oui, mais la loi agricole, elle est surtout européenne. Oui, elle est européenne, madame. Mais quand on fait la loi Sapin 2, par exemple, la loi Sapin 2 qui permet à ce que les organisations de producteurs... Aujourd'hui, il y a un scandale dans les métiers de l'agriculture, c'est que vous avez ce sont les seules entreprises, ou business unit, comme on dit dans entreprises agricoles, qui ne font pas de facture de leur lait. Ce sont leurs clients qui leur facturent. Et oui, aujourd'hui, vous savez bien. Absolument. Et donc aujourd'hui, la loi Sapin 2, qu'est-ce qu'elle a permis à travers le travail des députés ? Elle a permis que le triptyque transformateur, distributeur et producteur puisse travailler beaucoup plus ensemble en amont, faire en sorte qu'on ait des organisations de producteurs beaucoup plus fortes pour défendre leurs intérêts, défendre les intérêts d'un territoire, défendre les intérêts d'une qualité, d'une AOP, quelque chose comme ça, et de manière à pouvoir demain peser plus lourd sur à la fois les transformateurs, mais aussi sur les distributeurs, pour avoir de meilleures rémunérations et à ce que les agriculteurs puissent vivre décemment de leur métier. Voilà comment on peut interagir. C'est un des leviers que nous avons pour porter des politiques agricoles. Merci pour cet éclairage pédagogique et merci Stéphanie pour votre acharnement à obtenir une réponse du député Stéphane Travert. On marque une pause sur CFM. Juste après, on parlera du dernier sujet très rapidement. On parlera de politique étrangère. À tout de suite. On va l'ouvrir 13h. On va l'ouvrir sur CFM. C'est la dernière ligne droite du jury populaire de Stéphane Travert, député sortant de Coutances-Valognes. On va parler maintenant de politique étrangère avec Boris Groznik. Il nous reste 5 minutes pour ce faire. Oui, alors j'aimerais revenir un petit peu pour citer ce qui se passe un petit peu sur la ligne Macron, parce que en politique étrangère, il y a eu une grande tirade d'Emmanuel Macron pendant le débat qui était vraiment étonnante, parce qu'il n'y avait rien d'explicité sur ce domaine-là. Lundi soir, surtout. Alors, et donc... on voudrait un petit peu savoir, parce que on sort quand même d'un gouvernement dont Emmanuel Macron était le ministre, qui a fait des opérations militaires comme on ne l'avait jamais vu sous toute la Ve République. Alors on n'était pas habitué à une gauche aussi militariste qui a fait autant d'opérations. Et avec un certain succès, comme en Afrique, avec l'opération Barkhane, qui vraiment a été très très bien menée. Je pense que les capacités de l'armée française là ont été vraiment très bien démontrées.
avec des moments un peu plus difficiles sur l'opération en Syrie, puisque on s'aperçoit que la stratégie qui a été de livrer des armes à des groupes finalement qui étaient des groupes islamistes n'a fait que mettre de l'huile sur le feu, et aujourd'hui on se retrouve dans un petit peu penaud avec un Donald Trump aux États-Unis qui est en train de s'entendre avec les Russes pour terminer l'opération contre l'État islamique, alors que nous on est un petit peu mis au rencard. On est resté sur une stratégie qui a été catastrophique au départ, et aujourd'hui on n'est même pas à la table des vainqueurs. C'est un échec européen. Aujourd'hui, la gauche n'est pas devenue plus militariste qu'elle ne l'était, et vous avez raison de rappeler que effectivement, mais il y a eu beaucoup d'opérations militaires, Barkhane, Songaris, les opérations au Mali, etc., qui ont été couronnées de succès. Mais la France, le président de la République et le ministre de la Défense, ils ont pris leurs responsabilités. Ils sont intervenus parce que la France, elle était attendue et elle devait intervenir sur ces théâtres d'opération. Et moi, je soutiens totalement l'action qui a été menée durant ces 5 ans en matière de politique étrangère. Là où nous avons échoué collectivement sur la Syrie, c'est parce qu'à un moment ou un autre, il faut dire aussi les choses, les États-Unis n'ont pas suivi. Et le Royaume-Uni, ils sont restés à l'arrière parce que les problèmes connus avec la Russie faisaient qu'il était difficile d'intervenir et que la France ne souhaitait pas et ne pouvait pas intervenir seule sur le territoire syrien. Et la question qui se posait, c'était est-ce que l'on doit s'entendre avec Bachar el-Assad pour résoudre le problème syrien, ou est-ce que l'on doit armer les factions rebelles pour se défendre d'abord contre un dictateur et contre quelqu'un qui opprime ses populations et qui les tue, comme on l'a vu sur Alep, et en même temps se battre sur un deuxième front qui était celui du terrorisme, Al-Qaïda, sur le territoire syrien. La question a été difficile à résoudre et seule une cohérence européenne aurait été nécessaire là-dessus. Sauf que nous ne l'avons pas eu. Et c'est, bien évidemment, c'est un immense regret. Et la France s'est retrouvée seule et nous avons payé le prix fort, mais pas nous seulement, le monde entier. Quand on regarde les images de cette ville d'Alep qui a été dévastée par leur président et en même temps les ravages du terrorisme. Et alors Emmanuel Macron, s'il est élu président de la République, quelle sera sa position sur ces questions internationales, l'engagement des troupes françaises? Ce que l'on disait l'autre jour, sur Bachar el-Assad. Sur Bachar el-Assad, il y a nécessité de résoudre le conflit syrien de l'intérieur, de faire en sorte que Bachar... Quelle va être la priorité? Est-ce que la priorité, c'est d'abord de combattre Daesh ou de combattre Bachar el-Assad? Je pense que la priorité, c'est d'abord de lutter contre le terrorisme aveugle et qui vient frapper notre pays, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Et ensuite, c'est d'avoir une Europe, enfin une Europe qui traite les questions internationales dans le bon angle. Et donc d'avoir, et je le disais parce que ce qui vaut pour l'agriculture vaut aussi pour la politique étrangère, un couple moteur franco-allemand qui soit fort et qui impose un certain nombre de décisions, notamment qui soit fort pour résister à la Turquie, qui est aujourd'hui, dont les frontières sont des véritables passoires. Qui ne fait pas avec partie un gouvernement, M. Erdogan, qui est dans une dérive un petit peu de plus en plus dictatoriale. Et d'ailleurs, est-ce qu'on fait toujours entrer la Turquie en Europe? Nous n'y sommes pas favorables aujourd'hui à faire entrer la Turquie dans l'Europe. Je pense que le sujet ne se pose pas aujourd'hui. Il ne doit pas se poser comme ça. Parce que la négociation est toujours ouverte actuellement. Ah, la négociation est ouverte, mais je crois qu'aujourd'hui, le sujet n'est pas là. C'est d'abord... allons combattre et allons vaincre le terrorisme, et ensuite, lorsque nous aurons une politique européenne faite de cohérence et une Europe au service des citoyens et une Europe qui aura su se construire, je dirais, un corpus pour maintenir la paix partout où cela c'est possible, ensuite regardons comment le régime turc peut intégrer l'Union européenne. Mais aujourd'hui, il n'en donne pas les gages. Merci Stéphane Travert d'avoir été notre invité, député de Coutances-Valognes. Alors, sous l'étiquette PS ou sous l'étiquette Macron pour l'élection de juin 2017 ?
savez, moi, je le disais tout à l'heure, sur la viande, je suis pour les étiquetages parce qu'il faut assurer l'origine et la traçabilité. En ce qui concerne les convictions, donc, tout le monde connaît les miennes. Je suis engagé à gauche pour toujours et toujours. Donc ce sera sous l'étiquette Travers. Exactement. Voilà. Merci Stéphanie Maubé, merci Michel Voisin, merci Boris Grosnick d'avoir interrogé Stéphane Travers. On se retrouvera vendredi prochain, 12h-13h, pour une nouvelle émission. On va l'ouvrir et cette fois-ci dans son format habituel. Il est 13h sur CFM, place aux infos. Bonjour. Bonjour.